En tout cas, ouais, des fois on fait des choses, et puis des fois on a des idées comme ça, on se dit on va faire des choses un peu sérieuses. Et donc c'est vrai qu'il y a un sujet qui nous travaille un peu, c'est quand on voit des pubs pour du soft qui sont présentés comme ça. Alors vous avez peut-être remarqué que hier on a eu que des speakers, on a eu droit à des hashtags Women in Tech et des choses comme ça. C'était pas strictement intentionnel, le fait est que ça s'est présenté comme ça, on a trouvé ça très bien. C'était pas une sélection volontaire, hein, c'est juste que on prend les meilleurs speakers, et puis des fois c'est des femmes, hein, c'est juste comme ça que ça marche la vie. Et donc ouais, quand on voit ces pubs-là, on se dit ouais, déjà pour vendre des yaourts c'est limite, mais alors pour vendre du soft, l'argument... Alors ce qui est très surprenant, c'est que même quand on achète un truc WinDev, la documentation technique, il y a les mêmes photos. On l'aide en ligne aussi. Ouais, donc Monsieur PC Soft, si tu nous écoutes, ce qui est très peu probable, puisque tu ne réponds pas à nos mails parce qu'on voulait l'inviter en keynote, ça aurait été rigolo. Bon, bref, ça le fait pas. Donc, il y a 2 ans, on a eu une super idée, parce qu'en fait, on a beaucoup d'idées autour de bière. Et on s'est dit, ouais, quand même, il y avait la nouvelle version de WinDev qui était sortie, avec un flyer qui était désespérant. On s'est dit, attends, nous, on va faire un flyer Bricecamp. Avec le Bricecamp, on développe 10 fois plus vite, tout ça. Et on va faire des photos, nous aussi. Donc, on a cherché des playmates, on n'a pas trouvé. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on va se débrouiller. On y a passé du temps, hein, voilà. Et puis, donc, on diffuse ça. Et là, il y a eu un petit peu le retour de bâton. En fait, il y a un détail qu'on n'avait pas vu venir, en fait, c'est qu'il y a des gens qui, au quotidien, souffrent de cette représentation-là. Et en fait, comme moi, je vais avoir beaucoup de mal à vous l'expliquer de manière crédible, je vais demander à Antonin de venir vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Et donc, je vais te passer la main, Antonin. Et je te remercie d'avoir accepté cette invitation. En même temps, tu n'avais pas trop le choix. Bon, moi du coup, alors déjà j'ai une angine, donc je vais faire mon mieux. Vous avez pas mal dit en buvant de la bière, moi je bois pas d'alcool, donc peut-être que du coup ça joue. Donc pour revenir sur ce qui s'est passé il y a 2 ans, je faisais partie des personnes qui ont envoyé des tweets un petit peu invectifs. Du coup, cette année je fais la caution, c'est bien. Donc moi je vais vous parler en gros de comment les logiciels pourrissent ma vie et comment parfois ils pourraient un petit peu l'aider, mais ils ne le font pas. Alors, qui je suis? Donc moi, c'est Antonin Lemay, je suis sur Twitter, Antonin Lemay. Je suis administrateur du centre gay, lesbien, bi et trans de Rennes, donc c'est l'EPD pour faire simple. Et je suis aussi porte-parole de la fédération LGBT. Donc la fédération LGBT, ça regroupe plein d'associations et de centres LGBT en France, donc sur tout le territoire français. Je suis aussi architecte logiciel chez Mobizel, donc je ne suis pas complètement un infiltré. Et quand on parle de moi, on utilise les pronoms il, lui, et en anglais, on utilise he, him, his, et on accorde les adjectifs, les participes passés au masculin. Donc si on fait une phrase, par exemple, ça fait Antonin, il est grand. Ce qui est faux. Voilà. Il est grand en âme. Alors, on va commencer par une phrase que j'entends hyper régulièrement, le « désolé, c'est le logiciel qui veut pas ». Quand j'essaie de faire des trucs régulièrement à des guichets administratifs pour, je sais pas, faire des cartes Corrigo, des choses comme ça, j'entends régulièrement des « désolé, c'est le logiciel qui veut pas ». Ça a un autre nom, c'est aussi le « ah, mais il n'y a pas la case ». Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Des trucs que vous connaissez forcément, des exemples du quotidien que vous avez dû rencontrer, les formats d'adresse email dans les formulaires. Par exemple, quand j'essaie de mettre cette adresse mail-là, régulièrement, on me dit « non, elle n'est pas valide ». Ce qui m'embête. Il y a aussi le type de voie dans une adresse, rue, boulevard, tout ça. Alors à Rennes, par exemple, on a une voirie qui s'appelle le contour de la Motte. Celui-là, il y a plein de sites où c'est tendu de le renseigner. Un autre exemple, le format de numéro de téléphone. Coucou, les numéros autrichiens à 11 chiffres. Celui-là, il est fun aussi. La longueur de champ, qui est en général contrainte. Alors, donc moi, je travaille chez Mobizel. Quand je veux me faire livrer des colis, normalement, je suis censée rentrer Start-up Hotel de la French Tech Rennes-Saint-Malo. La dernière fois que j'ai eu un colis, c'est arrivé à Start-up Hot. C'est arrivé quand même. L'internationalisation foireuse, alors ça, c'est régulier. On a donc les accents qui passent pas, les cédilles, tout ça. Moi, je m'appelle Antonin Lemay avec un accent, donc ça, c'est
régulièrement, je peux juste pas rentrer mon nom dans plein d'endroits. Et puis j'ai eu dans ma vie une fois un colis qui m'est arrivé à Boulevard of Glass. J'habitais à Rennes, je voulais chercher où j'habitais. J'habitais boulevard de Vitré. Et ça a été traduit, voilà. Le colis est arrivé aussi, donc ça veut dire que même si du coup il y a des informaticiens qui font pas leur travail, il y a des facteurs qui sont quand même vraiment bons, donc on peut les remercier. Voilà, bon ça c'est des exemples, je pense que vous avez dû en rencontrer dans votre vie quotidienne. Moi j'ai d'autres exemples un peu plus spécifiques. Alors, dans mon quotidien à moi, dans les formulaires, il y a 3 champs qui en général sont une grosse source de stress. Le premier, c'est le prénom, parce que donc, je m'appelle Antonin, mais en fait, c'est pas mon prénom d'état civil. Quand je suis née, j'ai pas été appelée comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai été aussi enregistrée sous un sexe qui n'est pas le genre que j'ai actuellement. Donc, pour faire simple, j'ai été enregistrée sous le sexe femelle, et mon genre n'est pas femelle, enfin, n'est pas femme. Enfin, en fait, moi, ça m'embête un peu de définir mon genre, c'est un truc qui ne m'intéresse pas beaucoup, c'est un truc flou, fluide, et voilà. C'est non-binaire. Et le titre de civilité. Alors, le titre de civilité, c'est monsieur, madame, mademoiselle. Alors, il faut savoir que ce truc-là, en fait, ça ne fait pas partie de l'état civil. C'est-à-dire que n'importe qui peut décider d'utiliser n'importe quoi, et ça vous regarde. Et si on ne veut pas utiliser ce que vous avez décidé, eh ben, ça fait partie de l'atteinte à la vie privée, donc c'est du pénal. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Mais régulièrement, du coup, je suis obligée de donner un titre de civilité. Alors, souvent, je suis obligée de donner, du coup, monsieur, avec des fois mon prénom d'état civil, parce qu'il y a des trucs légaux derrière. Je me prends, des fois, des procédures pour faux, alors qu'il n'y a rien de faux. Enfin, bref, c'est très drôle. Et du coup, d'ailleurs, pour le prénom, un autre exemple de comment les logiciels me pourrissent ma vie, la loi vient de changer, c'est-à-dire que je vais pouvoir enfin la faire un dossier de changement de prénom dans des conditions à peu près correctes. Et j'ai pas pu le faire tout de suite. Pourquoi ? Parce que le logiciel de la mairie de Rennes n'était pas encore à jour. Voilà, donc là, ils ont une procédure manuelle avec du papier. Et je vais enfin pouvoir le faire. Et pour le changement de mention de sexe à l'état civil, c'est un merdier sans nom. Si vous voulez plus d'infos, on pourra en discuter après. Et puis, il y a un 4e champ qui est beaucoup moins stressant et qui me fait toujours rigoler. C'est le champ conjoint ou célibataire, etc. Alors moi, je suis polyamoureux, c'est-à-dire que je peux potentiellement avoir plusieurs relations sentimentales, amoureuses avec donc, plusieurs gens. Du coup, quand on me dit conjoint, à chaque fois, je me dis, bah, c'est bien, mais lequel ? Et une fois, c'était pour un formulaire de la DGA. Donc du coup, je me suis dit, arbitrairement, j'ai choisi le ou la conjointe qui n'était pas terroriste. Je me suis dit, ça avait plus de chances de passer. Mais bon, ça me fait toujours rire, donc... Choisis selon quels critères, proximité kilométrique, proximité en âge, proximité en taille, je sais pas. Donc, je lance un D20 et j'en ai pas autant. Mais, Alors, c'est pas hyper grave en soi ce qui se passe sur un logiciel, souvent sur des sites internet ou des applications mobiles, à part que en fait, ça a des conséquences aussi sur la vie away from keyboard. Par exemple, quand je m'inscris sur un site web, régulièrement, du coup, le nom va être affiché sur toutes les pages du site web dans le header, ce qui fait que, du coup, si j'étais obligée, pour une raison X ou Y, de mettre mon prénom d'état civil, pour des raisons légales, et ben après, sur le site, il y a mon prénom d'état civil qui est affiché partout. Donc, dès que j'ai des amis qui passent, qui voient mon ordinateur, potentiellement, ces amis sont au courant de mon prénom d'état civil que j'ai pas forcément envie de donner. Il y a aussi un truc tout simple, c'est quand on commande sur Internet, on est livré physiquement avec une personne, et dans plein de cas, on est obligé de donner une pièce d'identité. Alors moi, du coup, la grande question, à chaque fois que je commande, c'est où est-ce que je me fais livrer ? Soit je me fais livrer au travail, et on ne demande pas ma pièce d'identité, du coup je peux mettre Antonin, comme d'habitude, très bien, avec le risque qu'on l'envoie à Startup Hot, mais ça passe quand même. Ou je me fais livrer chez moi, et potentiellement on va me demander ma carte d'identité. Du coup, il faut que je pense à changer mon adresse de livraison avec mon prénom d'état civil, me prendre potentiellement aussi un facteur qui ne comprend pas qui je suis, et où est votre petite sœur, enfin bon, c'est galère. Et donc des fois, j'ai aussi du coup une adresse de facturation qui est différente de mon adresse de livraison, juste sur le prénom. Mais il faut à chaque fois que je fais une commande, du coup, réfléchir. Alors, je me suis livré où ? Il livre comment ? Est-ce que c'est un relais colis ? Est-ce que dans ce relais colis, ils me demandent ma carte d'identité ? Est-ce que je me suis déjà expliqué avec eux ? Donc en fait, ça prend vachement d'énergie pour juste rien. Et c'est un peu dommage. Et il y a un cas, par exemple, où je suis vraiment obligée de mettre mon prénom d'état civil, c'est quand je fais des dons à des associations et que je veux un reçu fiscal pour avoir une réduction d'impôt, tout bêtement. Là, du coup, je me retrouve aussi à recevoir après du courrier papier, une fois que je me suis inscrite dans une association avec mon prénom d'état civil.
Donc j'ai du courrier papier qui est potentiellement du coup visible. Bon, le facteur, je le croise pas beaucoup, donc c'est pas très grave, mais si je le laisse traîner sur ma table basse, j'ai des gens qui viennent à la maison, je pense pas forcément à prendre tout mon courrier et le mettre dans un coffre-fort. Voilà, donc potentiellement, en fait, c'est plein de moments de ma vie où mon prénom d'état civil va être visible, alors que moi, j'ai pas du tout envie qu'il le soit, parce que j'utilise Antonin dans ma vie quotidienne, dans toutes les sphères de ma vie, depuis X années. Je me souviens même plus comment c'était avant. Donc c'est hyper gênant, et du coup, c'est du stress, en fait. Très régulièrement, les formulaires, c'est du stress. Déjà, même quand on me demande de choisir mon sexe, moi, ça me saoule, et il y a plein de fois où juste j'abandonne. C'est bon, voilà, ça m'énerve. Donc, ça me met un petit peu dans cet état-là régulièrement. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a tous une identité sociale, on en a même peut-être plusieurs, et souvent, du coup, ce qu'on aime, c'est que l'identité numérique, elle soit cohérente avec cette identité sociale. Sauf que du coup, dans la vie des gens qui, comme moi, ont à un moment changé de prénom, il n'y a pas que les gens comme moi, il y a plein de gens qui changent de prénom, et ben, on se retrouve du coup souvent à changer d'adresse email, et du coup, on change tous ces comptes un peu partout sur Internet. Sauf si vous avez fait un beau gosse du 35, là, en général, c'est pas très grave. Mais si vous avez fait une adresse un petit peu débilos comme moi, avec votre prénom dedans, vous êtes obligé de changer tous vos comptes partout. Il y a des endroits où on peut pas, parce que l'email, on peut plus le modifier. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On change de compte, donc on fait un deuxième compte, et après on se souvient plus de ses mots de passe, on a deux comptes, on sait plus sur lequel on a déjà fait des commandes, etc. Donc c'est pareil, c'est juste galère. Et moi, j'ai plein d'amis qui, par exemple, ont 2 comptes Facebook, parce qu'il y a le moment où vous changez de prénom, vous n'avez pas forcément envie de le dire à la terre entière. Ça peut être un peu violent aussi au niveau professionnel, familial, etc. Donc les gens ont 2 comptes Facebook, et la grande peur de tous ces gens, c'est que quelqu'un découvre l'autre compte. Donc toute la vie est cloisonnée en 2 identités, 2 adresses email, 2 comptes Facebook, 2 comptes Twitter, etc. Et il faut surtout que ce soit hyper étanche, donc c'est hyper fatigant, et puis surtout, c'est pas efficace. Et on va voir d'autres types de soucis qui arrivent dans les logiciels, ce que j'ai appelé les contraintes cadeau-bonus. Alors les contraintes cadeau-bonus, c'est les contraintes sur les données. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a un critère de bonne contrainte cadeau-bonus ? Alors la contrainte cadeau-bonus, déjà il faut que ce soit une vraie contrainte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit, par exemple, un truc où tu désactives le JavaScript sur un formulaire et en fait tu peux bypasser la contrainte. Ça c'est une fausse contrainte parce que les petits malins comme moi, évidemment, ils tentent toujours un petit peu de bidouiller pour voir si ça passe le formulaire. Voilà. Il faut surtout que ce ne soit pas dépendant des droits de qui remplit le formulaire. Il y a des endroits où moi, par exemple, je ne peux pas rentrer des données, mais si je vais, je sais pas, dans une boutique, etc., il y a quelqu'un avec des droits admin qui peut rentrer des données différentes. Ça, ce n'est pas une vraie contrainte s'il y a quelqu'un quelque part qui peut changer, les règles. Alors la vraie contrainte cadeau bonus, il faut qu'elle ne soit pas demandée par la loi. Sinon, c'est une vraie contrainte. Sinon. Il faut, dans l'idéal, qu'elle ne soit pas nécessaire au niveau métier. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'en gros, on puisse faire autrement, on puisse s'en faire sans. Donc, je vais vous donner des exemples après de contraintes cadeau bonus, vous allez voir. Et puis, dans l'idéal, il faut qu'elle ne soit pas demandée par le client. En gros, il faut qu'elle vienne du développeur ou de la développeuse qui se dit « je vais bien faire les choses, je vais rajouter des contraintes, ce que j'aime bien ». Et là, on a tout ce qu'il faut pour la vraie contrainte cadeau bonus, c'est gratuit, ça me fait plaisir, joie d'offrir, plaisir de recevoir, clairement. Alors, des exemples, du coup, de contraintes cadeau bonus. Imposer qu'un numéro de sécurité sociale commence soit par 1, soit par 2. Ça, c'est faux. C'est faux. Il y a des numéros en 7 et en 8 aussi. Donc, voilà. Du coup, il y a un développeur, à un moment, qui se dit « non, mais moi, je vais contraindre parce que je veux des données valides ». Raté. Limiter le sexe administratif à 2 options. Alors en France, c'est en train un petit peu de changer, mais pour le moment, on n'a que 2 options. Sauf qu'il y a des pays où il n'y a pas que 2 options. Donc comment on fait avec des ressortissants étrangers qui ont un sexe qui ne rentre pas dans M ou F ici? Puis des fois, vous faites des trucs à l'international en plus. Alors attribuer automatiquement mademoiselle à une femme non mariée. Donc ça, c'est juste illégal. Imposer que monsieur, c'est forcément lié soit au fait qu'on a un sexe masculin, soit qu'on a un numéro de sécurité en M, en 1. Donc moi, par exemple, j'utilise monsieur, mon numéro de sécurité sociale, il commence par un 2. De temps en temps, je ne peux pas. Obliger une femme mariée à donner un nom de jeune fille. Donc là, pour votre culture générale, vous avez un nom de famille, c'est votre nom que vous gardez, à part si vous le changez pour toute la vie. Quand vous vous mariez, vous avez juste le droit d'utiliser le nom de votre conjoint ou conjointe. C'est juste un nom d'usage. Donc il n'y a pas de question de nom de jeune fille, vous gardez votre nom à vie. Du coup, il y a plein de meufs qui, quand elles se marient, elles gardent leur nom et elles n'utilisent pas celui de leur mari. Et
du coup, on leur impose de donner un nom de jeune fille qu'elles n'ont pas, elles ont juste un nom. Et puis du coup, il y a le corollaire, c'est ne jamais demander du coup à un homme marié si éventuellement il a un nom d'usage. D'autres exemples. Imposer qu'une femme ne peut être mariée qu'à un homme, ça se croise encore dans certains logiciels. Donc là, il faut mettre à jour. Imposer qu'un enfant a forcément un papa, une maman. Je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous voyez l'idée. Considérer que les responsables légaux d'un enfant sont forcément ses parents. Il y a plein d'enfants qui grandissent avec des responsables légaux qui ne sont pas du tout ses parents. Limiter à 2 le nombre de parents d'un enfant. Bah ouais, il y a des enfants qui ont un seul parent, 2. Alors en France, 3, 4, c'est un peu compliqué, mais ça commence à venir. Mais il y a des pays où c'est le cas. Il y a plusieurs parents légaux, donc si vous avez limité à 2, c'est raté. Imposer qu'un enfant ait le même nom de famille que son père. Donc ça, c'est toujours la question d'un nom de famille. On peut donner un nom de famille qui peut être celui d'un des 2 parents ou les 2 parents accolés. Voilà, donc souvent, en fait, moi, dans ma vie, c'est un peu moins le cas, mais j'ai plein d'amis, ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils vont remplir un formulaire, qu'ils vont s'inscrire, faire des comptes, faire des trucs pour leur famille, il n'y a que des contraintes partout, que des contraintes, et ça colle jamais à leur vie. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait des contraintes cadeau-bonus? On veut bien faire, en fait. On veut bien faire. Pourquoi on veut bien faire? Parce que souvent, en fait, c'est le client qui demande, qui ont envie de lui montrer qu'on est à fond dans le projet, on a mis plein de contraintes. On fait ça vraiment bien. Souvent aussi, c'est que ça fait un peu chicos quand on fait un UML, il y a plein de notes et tout un peu partout, on a mis des cardinalités et tout, ça fait classe. Donc ça, les gens, ils aiment bien. Il y a des énums. Et puis, on pense que ouais, c'est vraiment un service qu'on rend à l'utilisateur parce qu'on va pouvoir lui pré-remplir des champs, c'est génial. Dans les formulaires, par exemple, s'il rentre un numéro de sécu, tac, direct, c'est hop, mademoiselle, voilà, on sait que t'es une meuf, c'est génial, enfin voilà. Donc on se dit, c'est hyper bien ce que je fais pour les utilisateurs. Et puis on se dit surtout, ce qu'on veut, c'est des données, mais nickel. On veut des données valides, propres dans la base, etc. Enfin, ça, c'est hyper important. Donc on rajoute de la contrainte partout, parce que c'est hyper grave s'il y a quelqu'un qui saisit n'importe quoi quelque part. Ça met en péril tout le projet. Donc on pense voilà, intégrité des données. Et puis surtout, en fait, le problème, c'est quand on fait ça, c'est qu'on pense qu'on est en train de modéliser la réalité. Mais quelle réalité? La réalité, juste qu'on a en tête. Souvent, en fait, on connaît très mal le cadre légal. On a l'impression que le cadre légal est beaucoup plus restrictif qu'il ne l'est en réalité, y compris dans les banques. On pourra y revenir, c'est très drôle. Et puis, souvent, en fait, on ne connaît pas la réalité parce que c'est logique. On se base juste sur les expériences qu'on connaît, les gens qu'on connaît, et il y a plein de situations qu'on ne connaît pas, auxquelles on n'a jamais pensé. Du coup, c'est un peu galère. J'ai mis une jolie image. Voilà, moi, ça me donne souvent cette impression-là. Alors les conséquences, qu'est-ce que ça produit sur les gens? Déjà sur les utilisateurs, il y a des fois ils ne peuvent pas remplir les formulaires, ils ne peuvent pas s'inscrire. Ils se disent aussi que ça ne fait pas très sérieux, parce qu'ils ont concrètement leur vie qui doivent rentrer dans un formulaire qui ne passe pas. Ça les agace, et puis il y a plein de fois où ils sont obligés d'abandonner, ou tout simplement ils vont sur un service concurrent quand ils ont le choix. Ils quittent, ils ne vont pas rester à un endroit où ils sentent que concrètement il y a quelqu'un qui a une vision de la réalité dans laquelle ils n'ont pas leur place. Ça, c'est assez violent en tant qu'utilisateur de se dire c'est chouette, il y a des gens qui ont prévu un truc et en fait, ils n'ont jamais pensé à moi. Bon, je vais aller chez les autres, c'est pas grave. Sur le logiciel, ça fait quoi? Ça fait qu'on a rajouté des contraintes. Donc, on a passé du temps à les créer, on a passé du temps à les modéliser, on a passé du temps à les tester. Après, quand il va falloir faire évoluer tout ça, ça va coûter cher, ça va être chiant. Donc, excellent, bon choix, très bien. Et puis surtout, on a créé des logiciels qui sont hors la loi. Et ça, c'est encore mieux. Alors, je reviens du coup sur l'exemple des banques. Moi, j'ai des amis, leur petite blague, c'est de porter plainte contre les banques qui ne veulent pas utiliser monsieur, madame ou mademoiselle au choix de la personne. Donc au pénal, comme je disais. Bon, elles gagnent. Hein. Voilà. Et en général, du coup, ce qu'on leur dit, c'est au début, c'est je veux bien changer, mais je ne peux pas. Dans le logiciel, je ne peux pas. Parce que c'est marqué que vous êtes une femme, par exemple, donc je suis obligée de mettre madame, ou vous êtes mariée, je suis obligée de mettre madame, je ne peux pas mettre mademoiselle, ou vice-versa. Et c'est comme ça, le logiciel ne veut pas. En général, après un dépôt de plainte, un petit appel au service juridique, souvent les gens disent « en fait, j'ai trouvé la case dans le logiciel ». C'est marrant, hein, il y a des trucs qui se résolvent des fois assez simplement. Et puis depuis, il y a aussi des recommandations du défenseur des droits. Il y a plein de trucs qui disent que les banques sont obligées de suivre la loi. Et c'est marrant de se dire que du coup, c'est juste à un moment des informaticiens qui se sont dit « moi, je vais bien faire les choses, je vais bien contraindre les données ».
Et puis alors, concrètement, du coup, sur les données, qu'est-ce qu'on a? Et bien justement, on a des données qui ne sont pas qualifiées. On voulait des données intègres, et ben on se retrouve avec des données qui sont justement, du coup, dans la base, pas qualifiées. Pourquoi? Parce que les gens, ils détournent les champs. S'ils peuvent pas, si les champs ne sont pas adaptés, c'est pas grave. Ils vont mettre 2 infos dans un seul champ, ils vont pas les remplir, ils vont mettre n'importe quoi. Donc c'est bien, on a fait des contraintes, et au final, on se retrouve avec une base avec des données pourries à l'intérieur. Donc, good job. On le fait tous, hein, voilà. Et puis surtout, du coup, si les gens ils créent 2 comptes, je crois qu'on a un peu raté du coup le concept voilà, de compte utilisateur. Et quand je dis que les gens créent 2 comptes, moi j'ai plein d'exemples d'amis, c'est pas eux qui ont créé le 2e compte, hein. C'est qu'ils sont allés à un guichet, on leur a dit « Attendez, je vais résoudre votre problème, je vais créer un compte administratif avec votre identité civile, et puis je créerai un 2e compte qui sera votre enfant fictif avec votre identité réelle. Là, vous avez de la bonne donnée. C'est bien qualifié, c'est génial. » Et c'est vraiment une astuce qui est utilisée hyper régulièrement. Du coup, vous avez des faux conjoints, des faux enfants, des faux comptes associés qui sont en fait vous, mais avec un autre prénom. Donc c'est pas mal. Non, on ne peut pas en profiter aux impôts en plus. Alors, il y a un autre truc souvent qu'on rencontre, au-delà des contraintes cadeau bonus, c'est la technique des fausses clés. Alors ce que j'appelle les fausses clés, c'est les données sur lesquelles on se dit « Waouh, j'ai vachement confiance, ça ne va jamais bouger ». C'est hyper sûr pour identifier quelqu'un, donc je vais l'utiliser pour faire le lien par exemple entre 2 systèmes d'information, je vais me baser là-dessus, ou bien avec cette donnée je suis sûr que je vais identifier la personne, ça ne bougera jamais. Bon, et il y en a qui bougent. Le prénom, du coup, c'est un bon exemple. On ne peut pas se dire qu'un prénom va être immuable dans la vie, parce que là maintenant vous allez en mairie, vous remplissez un formulaire et vous changez de prénom. C'est pas aussi simple, mais presque. Le nom de famille, ça peut bouger. Les gens peuvent le changer réellement sur leur papier, pas uniquement au niveau du nom de famille d'usage. Le numéro de sécurité sociale, ou numéro INSEE, donc ça peut bouger. Ça peut bouger du 1 vers le 8, du 8 vers le 2. Enfin voilà, il y a plein de trucs drôles. Et alors la date de naissance, ça c'est peu connu, mais ça peut bouger. Alors moi j'ai une grand-mère qui a changé de date de naissance, on sait pas exactement pourquoi. On a juste trouvé des papiers avec une autre date de naissance et un autre nom, mais voilà, tout va bien. Non, tout se passait bien pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de question. Voilà. Mais il y a aussi en fait des gens pour lesquels ça arrive qu'on leur change en date de naissance, c'est assez rare. J'ai un exemple, c'est les mineurs isolés qui arrivent sur le territoire français, qui n'ont pas de papier d'identité. On va du coup, la France a trouvé une très bonne solution, on fait des examens médicaux pour estimer leur âge, donc c'est hyper précis. Ou alors c'est sur simple déclaration, le mineur dit j'ai 16 ans, donc tac, on l'enregistre, 16 ans, voilà, on te donne une date de naissance, et puis des fois on les recroise après dans la rue, ils sont réinterpellés 3 ans après, puis ils ont toujours 16 ans. Quand ils déclarent, donc là il y a un examen médical, et donc de temps en temps, on change les dates de naissance des gens. Alors effectivement, c'est pas une date de naissance qui est celle de leur vrai papier, mais en attendant, on peut vraiment avoir des gens qui changent de date de naissance. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Moi je dis c'est fichu, c'est trop compliqué, c'est trop galère, il y a trop de cas, toutes les situations on peut pas anticiper. En plus ça change tout le temps, la loi évolue, les gens trouvent toujours des nouvelles façons de nous embêter là, avec leur vie à la con. Du coup, autant abandonner, voilà, il n'y a pas de solution. Non, en vrai, c'est surtout que c'est relou, franchement c'est relou. C'est relou parce que franchement on gère déjà la norme. Concrètement, ça fait 95% des cas. Faut voir aussi, c'est quand même très minoritaire, tu vois. Et puis les minorités, elles vont pas nous saouler, ça va. Hein. Et puis de toute façon, moi je suis pas concernée, et donc je vois pas pourquoi je ferais des efforts. En fait, ce genre de discours que peut-être vous avez dans votre tête, parce que moi aussi je peux avoir une réaction des fois de défense, non c'est chiant, quoi. Franchement, on gère déjà quasiment tout. On va pas faire un cas spécifique là juste pour 2 pécos qui ont une vie à la con, quoi. Et c'est juste que dans ces moments-là où on pense ça, on a juste le privilège en fait, d'avoir une vie confortable, d'avoir une vie où on ne s'est jamais posé la question, d'être face à un formulaire où on ne peut pas rentrer ces informations, où on se dit que si on rentre une information, ça nous mettra peut-être en danger après dans la vie réelle. Parce que concrètement, moi quand je suis obligée de donner mon prénom d'état civil quelque part, ça fait qu'il y a plein d'endroits où du coup mon prénom d'état civil va être peut-être lu à voix haute, vu par des gens qui vont me dévisager, il y a des gens des fois agressifs. Les agressions, c'est des vrais trucs, ça n'arrive pas que sur TF1, c'est pour de vrai.
Donc oui, des fois, moi, je balise un peu. Je me dis, cool, j'ai mis mon identité d'état civil, comment ça va se finir si c'est des gens un peu chauds? Est-ce que voilà, je vais avoir les mêmes droits? Est-ce que j'aurai le même service? Est-ce qu'on va me tabasser? Enfin, c'est des vraies questions. Du coup, ne pas se poser ces questions-là, c'est un vrai privilège. C'est un vrai privilège. Et du coup, je vous encourage à sortir un peu de ce mode de pensée de les minorités, elles vont pas nous saouler, quoi. Un peu si, quand même, ce serait bien de les prendre en compte. Bon, du coup, on fait quoi pour de vrai? Alors, j'ai pas des solutions qui s'appliquent à tout, j'ai juste des pistes de réflexion qu'on peut appliquer en plus dans plein de cas, c'est pas que pour les gens avec mon type de vie à la con. Déjà, c'est en général, au moment où on modélise, interroger comment on visualise le monde, quelle représentation du monde on a, de la société, etc. Parce qu'il y a plein de trucs, du coup, en se documentant, en regardant, en restant ouvert en fait, au monde, on se rend compte que on a des modèles qui ne sont pas en fait la réalité, qui sont juste la norme en termes de majorité, mais qui ne sont pas la vraie vie pour tout le monde. Pousser les discussions en amont, avant de figer un modèle. Alors là, je prêche un peu pour ma paroisse, parce que je suis architecte logiciel. Ça sert vachement en fait d'aller cuisiner son client ou cuisiner la personne qui vous demande un service pour dire et votre utilisateur du coup quand il fait ça il le fait comment et vous êtes sûr qu'ils peuvent être que deux à faire ça? Il n'y a pas des cas où il y a une troisième personne? Il faut cuisiner, il faut aller poser la question, plein de questions, et là il y a souvent plein de choses du coup sur les modèles qui apparaissent et on se rend compte qu'on avait une vision en fait bornée, stéréotypée des fois. Et que le monde est nettement plus complexe. Il vaut mieux prendre la complexité en amont que d'avoir tout développé et de se rendre compte qu'il y a un cas particulier qu'on n'a pas géré et on est fichu. Donc vraiment, pousser en amont les discussions, ça se fait même du coup avant d'avoir le projet dans votre tête, et puis une fois que vous avez un projet qui se met en route, le questionner beaucoup. Au niveau des fausses clés, ce qu'on a vu, tout simplement, quand on veut identifier une personne, il n'y a rien qui empêche de générer des clés qui ne sont pas liées ni à son nom, ni à son prénom, ni à sa date de naissance. Enfin, un truc qui ne bouge pas, genre un ID, quoi. Ça marche bien, en général. Et puis, pour chaque champ qu'on rajoute dans un modèle, et qui concerne une personne, c'est se poser la question déjà, pourquoi est-ce qu'on le met? Et puis, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Je vous donne un exemple. La question, souvent, du sexe et du genre. Quand on fait un profil utilisateur, souvent les gens disent, bon, on prend nom, prénom, date de naissance, sexe, ville. Pourquoi tu veux le sexe, en fait? Alors, j'abuse un peu, c'est rarement les organes génitaux qu'on veut vraiment avoir. Voilà, donc si vous voulez les organes génitaux, il n'y a pas de problème, vous posez la question, c'est très bien. Par contre, c'est vrai que si c'est pas un truc qui est important pour votre service, c'est un peu bizarre de le demander. Après, chacun gère son logiciel comme il veut. Souvent, en fait, en plus, là, ça marche pas. En plus, si on veut vraiment avoir les organes génitaux, il faut pas demander la question sexe, il faut demander est-ce que vous avez un utérus, est-ce que vous avez des ovaires, est-ce que vous avez des testicules. C'est pas pareil. Vous pouvez pas vous baser sur le numéro de sécu. Vous pouvez pas vous baser sur la déclaration homme-femme de la personne, ça marche pas non plus. Parce que, voilà, il y a plein de femmes qui n'ont pas d'utérus, par exemple, qui n'ont pas ou plus d'utérus. Donc, en fait, il faut poser les vraies questions. Si vous voulez une information, il ne faut pas faire semblant, il faut poser la vraie question. Là, on fait, par exemple, chez Mobisé, une application pour la prise de pilule. Bon, du coup, on ne s'adresse pas aux femmes, on s'adresse aux gens qui prennent la pilule. C'est plus simple. Un autre exemple, du coup, dit ouais, mais quand même, avoir le sexe, le genre de la personne, ça peut être vachement pratique. Alors, j'ai pensé à un cas, on se dit c'est une super bonne idée. Un site e-commerce où on se dit, selon le profil de la personne, on va lui sortir le rayon homme ou le rayon femme. Du coup, vous voulez pas savoir son genre, vous voulez savoir si elle préfère le rayon homme ou si elle préfère le rayon femme. C'est la mauvaise question. Et puis, en fait, déjà, pourquoi est-ce qu'on veut lui présenter qu'un seul rayon? Voilà, il y a plein de questions du coup qu'on peut souvent pousser. Pourquoi? Et on se rend compte qu'en fait, notre modèle, il était pourri dès le début. Alors, il y a aussi souvent les clients qui disent ouais, non, mais vaut mieux quand même prendre le sexe ou le genre parce qu'on fera des stats. Alors pourquoi? En fait, ça va t'apporter quoi? Tu vas en tirer quoi? Enfin, c'est quoi le deal? T'en déduis que les femmes, elles cliquent plus sur un bouton. Du coup, les femmes, tu mets quoi dedans? C'est qui? Comment tu définis les femmes? C'est vraiment des questions. Donc, la plupart du temps, dans les stats, genré homme-femme, c'est pas hyper intéressant, quoi. Je pense que même l'âge est limite plus intéressant. Et encore, j'ai vu des lycéens qui se comportaient différemment les uns des autres. Donc, c'est pas une valeur sûre. D'autres idées au niveau du développement. Alors là, je vais vous choquer.
Quand on met des contraintes, du coup, déjà pas les mettre au niveau stockage, l'endroit le plus dur où là, quand on les a mis, c'est foutu. On peut essayer de les monter un petit peu au niveau modèle. C'est pas tip-top. Plutôt que de les mettre au niveau modèle, c'est bien de les mettre au niveau métier. Parce qu'en cas de doute, du coup, on peut les enlever, on peut les modifier, c'est plus facile. Et puis au niveau métier, il y a plein d'endroits, en fait, on se rend compte que ça sert à rien. Donc autant les mettre finalement juste au niveau vue. Hein, si c'est juste pour apporter de l'ergonomie pour les utilisateurs, on les met au niveau vue. Et là, vous dites quand même mettre des contraintes juste au niveau vue, c'est vraiment dégueulasse. Ben, je suis d'accord, ben, du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre les contraintes. Voilà, c'est une bonne technique pour savoir. Si vous arrivez à remonter votre contrainte et qu'à un moment vous dites non, là je ne peux pas, c'est dégueulasse, ben, vous ne le codez pas. C'est simple. Permettre qu'il y ait des champs qu'on ne remplisse pas, tout bêtement, dans plein de cas. Ça peut simplifier la vie de plein de gens. Et puis, posez-vous la question, si vous avez besoin absolument qu'un champ soit rempli, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ce champ-là ou est-ce que c'est autre chose? Plutôt que limiter, du coup, on a vu le cas des parents, là, 2 parents, vous mettez des many to many partout, hein, c'est un peu relou à coder, mais franchement, en général, c'est plus scalable, ça suit les évolutions un petit peu mieux, et puis je crois que ça, pour quasiment tous les projets de la Terre, il y a un moment où vous vous êtes dit, allez, on a une vraie relation one to many, et un jour, quelqu'un débarque qui dit, bah non. Donc finalement, si on prend des many to many partout, je vous dis pas de le faire, mais je suis sûre que ça simplifierait la vie, en fait. Et puis, par exemple, pour le sexe, la mauvaise idée, c'est de stocker ça dans un booléen. Voilà. Pourquoi pas faire juste des chaînes de caractères dans plein de cas? On va dire les chaînes de caractères, c'est un peu relou, voilà. Après, ça fait des données qui sont pas propres, etc. Déjà, il n'y a rien qui t'empêche de stocker dans ta base des chaînes de caractères. Et si tu veux vraiment faire un champ avec des boutons radio, tu le fais, hein, c'est pas grave. Moi, ça m'embête, mais à la limite, il n'y a rien qui t'empêche. En 2017, je pense qu'on est quand même un petit peu capable de traiter de la donnée texte et d'en tirer des informations. Enfin, on ne peut plus trop se cacher derrière ce côté. Oui, mais on aura des champs qui seront tous différents, c'est pas propre. Et puis, il y a aussi une question d'approche, de comment est-ce qu'on voit les choses. C'est aussi savoir se remettre en question s'il y a un utilisateur qui remonte un problème. C'est aussi permettre aux utilisateurs de remonter les problèmes et se dire que ce qu'on a modélisé, ce qu'on a mis en place, bah, ça peut changer et même si on n'y avait pas pensé, il peut y avoir des demandes très légitimes de la part de quelqu'un, donc il faut être prêt à faire évoluer tout ce qu'on a fait. Du logiciel évolutif, comme quoi. Voilà. En général, douter, questionner, évaluer, et puis vous avez des clients qui des fois sont tête de mule, hein. Ils veulent leur champ sexe, ils y tiennent à fond. Et ben c'est aussi le devoir, moi, je pense, de tous les informaticiens, informaticiennes de la Terre, de conseiller aussi les clients et de leur dire attention, ça va vous coûter cher quand on va le faire évoluer, parce qu'un jour, Antonin va porter plainte. Donc attention. Et ça marche. Et une fois qu'on a en général ce genre de démarche, et ben là, on fait des belles données, on fait des beaux formulaires, tout le monde est heureux sur la planète, et ça, c'est génial. Bon, est-ce que ça suffit, du coup, de juste s'occuper des données? Il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire pour que les gens soient plus heureux avec vos logiciels. Il y a rendre les interfaces accueillantes. Alors, vous avez vu dans mes slides, j'ai fait des écritures bizarres avec des points médians. Peut-être que vous n'aviez jamais vu ça avant. Bon, c'est un gros délire de féministe, hein, faut pas, vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que souvent, on voit dans les petits messages sur les sites, par exemple, vous êtes maintenant inscrit. C'est cool, t'es une meuf, bon, ça fait pas super accueillant. Alors, on a trouvé une solution, on met le E entre parenthèses. Alors, c'est un côté un peu gênant, ça fait... bon, la norme, c'est les mecs. De temps en temps, entre parenthèses, il y a des meufs aussi qui s'inscrivent sur le site. C'est pas tip-top. Une autre technique, c'est le tiret. C'est facile à écrire, tout le monde sait où c'est sur son clavier. C'est facile à lire par les logiciels pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Moi, je le trouve un petit peu moche des fois parce que ça se confond avec les traits d'union, etc. Donc, je trouve que c'est pas hyper facile à lire. Du coup, j'aime bien utiliser le point médian, puis ça fait un petit peu pédant en plus, donc j'aime bien. Voilà. Du coup, j'avoue, j'utilise aussi pour ça. Ça fait genre, je suis initiée, donc je sais point médian, je sais le faire sur mon clavier et tout. Et puis, ça fait joli. Franchement, ça fait assez joli. Donc, c'est ce que j'utilise. Et j'ai réussi à tellement faire du prosélytisme que chez Mobizel, ils commencent à l'utiliser un peu partout. Je suis fière. Voilà. Alors l'écriture inclusive, c'est pas que ça. On peut aussi du coup modifier plein de mots. Alors il y a le tout qui est pratique plutôt que de faire toutes et tous. C'est long. En plus c'est long à lire, c'est long à écrire. On n'aime pas les labels longs de toute façon dans les interfaces. On peut aussi utiliser quelqu'une. Alors celui-là est choquant hein, parce que quelqu'une vous l'utilisez pas dans la vie courante. Mais en fait à force on s'habitue et ça paraît juste normal. Étudiants, étudiantes, il y en a plein, utilisateurs, utilisatrices. Et puis il y a des formes un petit peu plus pour les gens niveau 2, on va dire.
Au lieu de dire celles et ceux, vous pouvez contracter et écrire c'est le. Elle ou lui, vous mettez et lui. Alors ça fait des phrases jolies après, on s'habitue. Et puis pour utilisateur, utilisatrice, je l'ai fait dans une slide, je trouve que c'est hyper long quand on fait en point médian, ça fait utilisateur, point médian, RIS, ça fait bien long. Du coup, j'utilise moi utilisatrice. C'est une solution. Ça fait des jolis mots en plus. Hein. Voilà. Et puis on peut pousser jusqu'à utiliser des pronoms qui soient neutres. Au lieu de dire il, quand on ne sait pas de qui on parle, on peut dire il ou yel, puis ça se met au pluriel aussi. Et moi j'ai pris l'habitude, quand j'écris, d'utiliser il, I2LES au pluriel, quand je parle d'un groupe de personnes indéterminées. Alors oui, du coup je le fais pas des fois parce que les gens ne comprennent pas et que ça les choque, mais dans quasiment toute ma vie, j'utilise plus que il au pluriel pour parler. Voilà. Si je sais que c'est vraiment que des meufs, je mets elle. Si c'est vraiment que des mecs, je mets il, ILS. Et sinon, I2LES, et voilà. Et puis, en anglais, il faut savoir que vous pouvez utiliser they pour parler d'une seule personne. Ça se fait de plus en plus couramment. Donc, they, them, il n'y a pas de problème. Donc, on dit they are, on ne dit pas they is, ça fait moche. Mais ça s'utilise vraiment couramment. Enfin, moi, je le croise dans énormément d'articles que je lis, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut réfléchir aussi à comment est-ce qu'on accorde. Actuellement, vous savez qu'on accorde, c'est simple, le masculin l'emporte. Bon, bah, c'était pas toujours le cas. On a le droit aussi d'accorder par proximité ou par nombre. Alors, j'ai mis un exemple de phrase qui est... Voilà. Si on a un homme et 1000 femmes, eh ben, on peut accorder au féminin. Là, c'est en plus par proximité et par nombre. Faut pas hésiter aussi à féminiser les noms, plutôt que de faire genre chef d'entreprise pour les annonces de recrutement. Chef d'entreprise, entre parenthèses, H/F. Genre on prend aussi les meufs, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre chef, C-H-E-F, point médian, F-E. Et là tu passes pour une entreprise, mais tellement moderne. Et ça c'est la classe. Genre les gens comme moi, ils voient ça, ils font « je vais aller bosser là, c'est génial ». Donc... les Madame le ministre, stop, hein, on arrête. On peut dire Madame la ministre, c'est correct, il ne faut pas hésiter. Et puis surtout, il y a plein de cas où en fait, on peut éviter ce genre de frioriture et tout simplement, au lieu de dire l'utilisateur, on peut dire une personne, on peut dire on peut aussi transformer les phrases avec une forme passive, comme ça on évite de parler des gens, on parle de ce qui se passe. Au lieu de dire, quand l'utilisateur clique sur le bouton, on peut dire un clic sur le bouton envoie sur la fenêtre, machin truc. Il y a plein de reformulations qui évitent juste complètement des formules un petit peu galères, d'écriture inclusive, qui vous font peur et qui ne sont pas habituelles. Donc, c'est une gymnastique d'esprit qui est hyper simple à prendre, il faut juste s'y mettre et ça vient vite. Ouais, mais là, j'en vois qui se disent « ouais, mais voilà, bon... » Ouais, non. Bon, déjà, en fait, si, il y a plein des trucs que j'ai dit qui sont complètement corrects. C'est juste que dans certains cas, c'était correct il y a très longtemps, et un jour, il y a des gens qui ont décidé que c'était plus correct. Donc il n'y a aucun mal à se dire, bah, maintenant c'est recorrect. Pour le coup, par exemple, de they, c'était utilisé, je crois, dès le XVIe siècle, en langue anglaise. Donc ça va, je pense, il n'y a pas de souci à le réutiliser maintenant. Si quelqu'un vous dit « ouais, mais they, c'est un pronom qui est juste pour pluriel », et vous faites « ah, au XVIe siècle, tu sais, il l'utilisait déjà ». Et là, vous passez encore à nouveau pour une personne pédante, ce qui est génial. Donc n'hésitez pas. Autrice, c'est un mot qui a été utilisé, enfin couramment non, parce qu'on n'aimait pas trop que les femmes aient des activités intellectuelles, mais c'est un mot qui existait. Autrice, alors il y a autoresse, qui est un peu moche. Je préfère autrice. Les règles d'accord, du coup, par proximité, ça se faisait, en fait, c'était la norme avant. Ça a juste été décidé à un moment. Et puis surtout, il faut dire que le langage, la langue, c'est pas des trucs qui sont figés dans le temps, et si tu les suis pas, tu vas en prison, quoi. On a le droit de les faire évoluer. Par exemple, je pense que tout le monde dit ici, utilise ramdam à la place de buzz. Voilà. Évidemment. Bon, il y a plein d'exemples, je pense. Un courriel, c'est des mots fréquents, voilà. Même ordinateur, il me semble qu'au XVIIe siècle, c'était pas utilisé. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci à faire évoluer une langue. C'est même plutôt bon signe. Et puis surtout, je pose la question, en fait, c'est qui fait les règles de grammaire? C'est qui dit ce qui est correct? Bah souvent, c'est l'Académie française, pour le français. C'est la même Académie française qui, à un moment, a dit qu'une aigle, ça faisait pas super sérieux, parce qu'une aigle, c'est quand même un oiseau qui en envoie. Hein, donc c'était mieux de faire un aigle, ça faisait plus viril. En fait, avant, c'était une aigle.
Et maintenant, on dit tous un aigle. Voilà. Donc je pense que des gens qui ont décidé ce genre de règles, on peut nous se permettre d'aller faire un peu d'écriture inclusive sans qu'ils aient trop leurs mots à dire. Donc allez-y, quoi, faites-vous plaisir sur la langue, vous n'irez pas en prison et je ne porterai pas plainte. Voilà. Alors c'est tout? Non, on peut aussi faire des trucs mieux pour que les gens, quand ils arrivent sur votre super logiciel, comme WinDev par exemple, se sentent bien. Alors, c'est déjà choisir des photos, par exemple, qui sont un petit peu plus variées que les mecs en costard, blancs, de 45 ans, riches. C'est un exemple, et qui sont évidemment pas en fauteuil, hein, ça va de soi. Donc, pas toujours reproduire les stéréotypes dont on a l'habitude. C'est-à-dire que si vous avez absolument besoin d'une photo pour montrer une réunion où quelqu'un décide, des fois, mettre une femme qui décide, ça existe. Donc, ça peut être une bonne idée de temps en temps. Et là, vous avez aussi le devoir de conseil de vos clients, parce qu'il y a des clients qui aiment bien dire des choses comme « Ah, j'ai pas trop envie de mettre des noirs sur mon site ». Là, c'est peut-être le moment d'intervenir et de dire « Faudrait qu'on en discute, quand même. » Voilà. Et puis, j'ai mis « Penser vraie diversité ». Alors, j'ai cherché « diversity » sur un site d'images. Alors, c'est bien. Il y a des gens noirs. Moi, ce que je vois, c'est que c'est bien, mais du coup, c'est que des mecs devant. Hein, on a des meufs qui sont sages à l'arrière, etc., bien passives, et puis on n'a que des gens en costard ou tailleur. Donc alors pour montrer un univers d'entreprise, de business, etc., c'est bien, mais si vous voulez montrer la vraie vie, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent de se payer des costards ou qui ne portent pas de costard. Donc faut penser aussi la diversité, c'est pas que se dire c'est bon, j'ai mis un noir, ça va. Et puis il y a d'autres trucs où on peut faire mieux, c'est quand il y a des comptes utilisateurs, souvent il y a un petit placeholder quand on n'a pas mis sa photo. Et régulièrement, si vous êtes un mec, vous avez un avatar avec des cheveux courts, et quand vous êtes une meuf, vous avez un avatar avec des cheveux longs. Alors il me semble qu'en informatique, il n'y a pas beaucoup de mecs avec des cheveux longs. J'en ai pas vu souvent. En Bretagne, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et puis des meufs avec des cheveux courts, il n'y en a pas beaucoup non plus. Enfin, ça fait un peu lesbienne, c'est pas... Voilà. Donc voilà, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on choisit ça? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas le même placeholder pour tout le monde? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne met pas un placeholder à cheveux longs pour tout le monde? Alors, dire, autant les meufs, elles peuvent accepter d'avoir un placeholder neutre, avec des cheveux courts, parce que le masculin, c'est le neutre. Mais alors du coup, des mecs, si on leur met un avatar avec des cheveux longs et une silhouette féminine, c'est la cata, quoi. Enfin, ils vont pas pouvoir s'identifier, quoi. C'est terrible, on peut pas leur faire ça. C'est tellement fragile, la virilité. Enfin, on peut pas, quoi. Bon, c'est intéressant de se poser ces questions. Bon, il y a aussi le choix du bleu et du rose pour distinguer les hommes et les femmes dans vos interfaces. Déjà, bon, c'est triste comme la mort, comme choix. Personnellement, je trouve que voilà, c'est nul. Et en plus, au début du siècle précédent, c'était l'inverse. Du coup, bon, hein, voilà. Et puis juste, bon, pour les pictogrammes, qu'on arrête juste avec le coup de la meuf en robe et du mec sans robe, donc neutre. Parce que, tout simplement, en fait, ça n'a jamais été une robe. C'était une cape depuis le début. Alors, cette campagne It Was Never a Dress, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle est sponsorisée par une boîte qui fait un logiciel pour apprendre l'agile et Scrum. La boucle est bouclée, du coup, c'est merveilleux. Et c'est vraiment pas mal, je vous incite à aller voir ça. Alors, en conclusion, vraiment, j'ai pas parlé des personnes avec un handicap, j'ai pas parlé d'accessibilité, j'ai pas parlé des personnes qui parlent pas bien français, donc c'est la preuve qu'on peut faire encore mieux et qu'il faut aller voir des gens concernés. Moi, j'ai parlé que de ma paroisse. En conclusion, je dirais qu'en fait, tout simplement, ce qu'on se rend compte, c'est que le logiciel, il est obligé de suivre la société, il la suit plus ou moins bien, et que la société, elle est aussi contrainte par les choix qu'on fait dans les logiciels. Il y a plein de trucs qu'on voudrait pouvoir faire, et le logiciel, il veut pas, il n'y a pas la case. Du coup, l'idée, c'est faisons avancer les deux, petit bout par petit bout, puis ça devrait marcher. Et voilà. Alors, je crois qu'on n'a pas trop le temps de questions, mais j'avais envie de mettre cette image quand même. Donc. Alors j'espère qu'on vous aura appris qu'il faut
réussir un peu à s'ouvrir l'esprit et à faire sauter quelques contraintes. Nous, c'est vrai qu'il y en avait une sur l'inscription qu'on avait voulu mettre, c'était vous faire choisir en fait si vous êtes plutôt dev ou ops. Et bon, on a eu des remarques, enfin bon. En tout cas, merci beaucoup Antonin d'être venu, malgré le petit accrochage qu'on a eu par Twitter interposé. Et voilà, Comme preuve, quoi, voilà. on peut changer. Comme quoi on peut changer. Merci à tous, bon Bryce Camp.